Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je ne suis pas tout seul, j'ai invité l'ami Thierry de Pinsant de On se fait en ciné. Comment vas-tu depuis tout ce temps? Ça fait à peine un an qu'on Je s'était trouve pu ça toujours parler. fabuleux de te voir refaire des grands gestes alors que 2 secondes avant, en off, tu étais tout calme. C'est ça, c'est vrai, on se transforme un petit peu. Pour Le parler comédien cinéma, en action. et bon, ensemble on a évoqué des films souvent axés à gauche, hein, disons-le. Le nom des gens, Daniel, The Intruder, bon, hein, vous l'avez Euh, compris. Homme au bord de la crise de nerfs. Ah non, Euh, celui-là, par contre, c'était une sortie de route, mais bon, on était allé au cinéma ensemble, on a eu ce qu'on a Ça doit pas voulu. être la seule sortie de route, j'essaie d'y penser. Mais ensemble, aujourd'hui, on va parler d'un film très ancré dans la lutte sociale, la lutte ouvrière, sorti en 1971. Italien, c'est très important de le préciser forcément, réalisé par Elio Petri, La classe ouvrière va au paradis. Ou en version originale, La classe operaia va in paradiso. Sorti un an après son enquête autour d'un citoyen au-dessus de tout soupçon, les longs titres. C'est, on va dire, le deuxième volet de sa non officielle et très officieuse, du coup, trilogie de la névrose, à une époque où l'Italie était sortie de ce miracle économique, était dans les années de plomb avec beaucoup de contestations et le retour de bâton, on va dire, du capitalisme qui était très présent, dans une certaine manière. Et au casting, dans le rôle principal, comme dans le film précédent, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, le rôle principal est confié donc à Gian Maria Volante. Sorti des western spaghetti, le monsieur a fait de très beaux rôles, la preuve. Et à ses côtés, alors c'est difficile de trouver d'autres acteurs marquants parce qu'il capte l'attention, forcément, il est pratiquement présent à tous les plans. Mais on va citer son épouse, enfin sa nouvelle épouse, hein, Lydia, jouée par Mariangela Melato, et un certain Militina qui est dans un asile psychiatrique, joué par Salvo Randone. Donc c'est des noms qu'on peut connaître quand même dans le cinéma italien. Et donc ici, Elio Petri, après avoir dézingué la police italienne, il décide de s'intéresser à l'humain qui travaille, à l'ouvrier. Un humain qui est dans une condition sociale très difficile, très liée à sa machine et dans les rouages de cette machine. Donc il va questionner l'humanité, évidemment, notamment de ce personnage principal qui va être très ambigu tout au long du film. Lulu, qui est un ouvrier qui a 31 ans, il le dit, ça fait 15 ans qu'il travaille, vous voyez un petit peu l'idée quand même, il est absolument à fond dans son boulot, c'est un stakhanoviste, hein, disons-le, c'est l'héritage d'eux, mais bon. Et un beau jour, il va lui arriver quelque chose et il va changer peut-être d'état d'esprit. Il va se retourner et retourner son, on va dire, son idéal. Et quel est l'idéal de ce monsieur? Bon, très bonne question. Un monsieur qui a refait sa vie avec une autre femme qui a un enfant. Sa femme avec son fils biologique, il la voit très peu, donc c'est compliqué comme existence. Il n'a pas de vie sociale, il ne fait que travailler. Il rentre fourbu le soir au travail. Et quand il se réveille, parfois il se réveille trop tôt et il est enfermé. C'est un film d'enfermement, que ce soit enfermé chez lui, après, quand il en sort, enfermé dans l'usine, on y reviendra. Et c'est un film très important. Ça fait des années que tu me le conseilles, Thierry. Tu m'en as parlé. Oh oui, Des années, n'exagérons pas, ça fait si. 2 ans, Voilà, pas 2 ans. plus. Mais on s'était juré qu'on en parlerait ensemble. Ouais. Voilà. Voilà qui est donc le cas. Et première approche ici, évidemment, comment as-tu découvert ce film? Par hasard ou peut-être d'une suggestion? Et est-ce que c'est le seul Elio Petri que tu as vu? Moi, je connais déjà la réponse, mais tu vas nous dire ici. Alors non, j'avais déjà vu Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Ouais. Et donc moi, je le découvre, enfin, c'est pour ça que je te dis que ça fait pile 2 ans justement que je le découvre parce que, c'est un film que j'ai regardé le 1er janvier 2023. Voilà. J'avais décidé de commencer une année par un film, voilà, comme ça, un film politique, un film fort, de voir justement, où ça allait me mener et si, ça allait être justement quelque chose qui allait me motiver. Et Lieu Petri, moi, je l'ai connu grâce à la chaîne YouTube Cinéma et Politique, qui avait fait justement une vidéo sur Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Donc ça m'a donné envie de fouiller. Je pense qu'elle mentionne également ce film-là dans la vidéo. Enfin, ça fait longtemps, du coup, j'ai dû l'avoir mi-2022, cette vidéo-là. Mais forcément, voilà, c'est quelqu'un qui m'a interpellé. J'avais envie de voir un petit peu ça. Moi, quand je vois les titres de ces films, forcément, ça me donne envie de me jeter à corps perdu dans son travail aussi. Genre le suivant qui s'appelle La propriété, c'est plus le vol,
ça m'intéresse aussi pas mal d'aller voir ça. Mais voilà, je découvre ça et je me souviens que j'avais juste écrit un tout petit billet, enfin un billet, pour moi-même, hein, une note à la con, où j'avais marqué: «Bon, bah, voilà, 2023, preuve en est, je suis toujours de gauche». Parce que tu commences ça, tu vois ça, si tu es pas touché par ça, commence à te poser des questions sur ton bord politique. Alors après, je ne dis pas que le film doit forcément toucher, mais en tout cas, moi, ça m'a rappelé que, à défaut du traitement, parce que ça, on va en parler, je trouve que le film est relativement bien traité, mais on peut tout à fait, comment dire? Questionner, la manière qu'a le film de traiter sa thématique, mais au-delà de ça, voilà, c'est un film qui a un engagement assez clair, un cap clair, comme diraient, certains sociotraîtres, mais enfin, qui en tout cas, moi, m'a interpellé, m'a rappelé beaucoup de choses, m'a rappelé, voilà, la condition ouvrière que moi j'ai pas forcément connue, mais que j'ai connue par mon père. Voilà, donc plein de petits trucs comme ça qui m'a rappelé aussi le statut d'ouvrier, le statut, voilà, de l'usiné. Et voilà, je le découvre dans ce cadre-là et c'est vrai que c'est un cinéma assez rageur. Moi, de toute façon, Elio Petri, pour les 2 films que je connais, c'est assez rageur. De toute façon, il fait quand même partie d'une vague italienne, hein, qui font des films assez, oui, voilà, qui questionne énormément les mœurs de l'époque et les établissements de l'époque. Moi, je pense aussi à Divorce à l'italienne de Pietro Garmi, qui sort à peu près à la même période, où tu as aussi des questionnements sur, voilà, enfin, le système marital italien qui fait que tu as pas le droit de divorcer, voilà, plein de choses comme ça. On se pose des questions sur, tous les fondements, de l'Italie et là, en l'occurrence, bah, les fondements plus d'une forme de mondialisation puisqu'on est en plein Fordisme, voilà, avec ces usines à la chaîne, qui vont, accepter ce côté-là et des ouvriers qui sont réduits à la société de consommation, à qui on fait, croire des choses que s'ils respectent certaines cadences, ils ont le droit de s'offrir des biens matériels qu'on leur vend déjà, qu'ils construisent presque eux-mêmes. Voilà, et la manière dont l'engrenage, emporte ces personnes-là et les aliène totalement. On a un personnage, Lulu, qui, comme tu le dis, est profondément aliéné par son usine parce que c'est quelqu'un qui, il travaille depuis 15 ans, c'est ce que tu disais, qui a déjà eu des problèmes de santé, hein, on nous fait mention d'intoxication à la peinture, on nous fait mention d'un ulcère, on nous fait mention qu'à chaque fois on le change de place au niveau de la chaîne, que là, il est à l'endroit justement où on place, les derniers petits bouchons, enfin sur le produit en question et il a l'air ravi d'être là parce que la cadence lui convient, parce que ça lui convient, parce que le côté facile de ce travail-là vient. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui, ne met absolument pas en doute son métier alors que, il en a déjà été victime et ça, c'est intéressant. Il y a même une forme de schizophrénie, hein, qui se met en place pratiquement dès le début. On le voit épuisé, il est pas très heureux non plus de rentrer fatigué chez lui le soir. Il peut pas avoir des bons moments avec, sa compagne et cetera, qui lui reproche aussi. Il y a tout un jeu là-dessus et en même temps, une fois qu'il est, là sur place, c'est lui qui rentabilité, rentabilité. Ça devient même l'exemple du cadre local, qui, vous voyez, lui au moins il est rentable, hein, et cetera. Et pareil, hein, comme toi, j'avais découvert, donc il y a quelques semaines à peine, hein, le film d'Elio Petri, Enquête sur un citoyen au-dessus d'un tout soupçon. On va l'appeler Enquête, hein, maintenant, parce que c'est vrai que ça va être trop long. Et c'est vrai que c'est mon deuxième Petri, nous sommes ex aequo là-dessus, ce qui donne envie d'en voir encore plus. Et déjà, la première chose qui me surprend, sans me surprendre en fait, à travers ce film, c'est que évidemment, on a une continuité par rapport au précédent dans on va dire, la façon de déconstruire les apparences italiennes. Alors déjà, on va dire l'actualité faisait que, hein, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements sociaux, notamment étudiants. Là, on les voit, les étudiants d'ailleurs. Mais dans cette Italie qui allait sur le papier très bien économiquement, même si ça commençait à tomber, hein, au début des années 70. Et le cinéma prend, comme souvent avec le cinéma italien de ces périodes, 50, 60, 70, néoréalisme et post-néoréalisme, c'est du cinéma éminemment politique. Bon, l'art est politique et tout, mais j'ai envie de dire du cinéma engagé, hein, presque en plus d'être politique. Et Elio Petri, il le fait parfaitement et il va encore plus loin, je trouve. Il fait un film miroir inversé à Enquête, dans le sens où bon, on a le même acteur, peu importe, mais où c'est un film un peu tortureux, Enquête, quelque part. Là, c'est très frontal, c'est très, il nous avance dans les rouages du système et il essaye à travers son film de choquer le spectateur aussi pour montrer une réalité à travers du cinéma, parce que c'est du cinéma à la fois réaliste, on voit des gestes, etc., mais on rentre dans le cinéma psychologique aussi, on essaye de comprendre ce monsieur, un monsieur qu'on ne peut pas juger, parce qu'on le voit, ça fait 16 ans qu'il bosse, donc il n'a pas choisi cela, on sent qu'il fait ça pour survivre avant tout, mais on va quand même se dire, oh là là, mais il devrait se rebeller quand même, etc. Il va falloir un incident, on développera tout ça en zone spoiler, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vu le film, qui va faire que, oh oui, mais bon, La fameuse zone spoiler. on respecte le public, même si on s'en fiche des spoilers, on respecte un peu Ils le veulent public. savoir.
Ah là là. Oui, parce qu'à un moment, il va se passer quelque chose. Hein, voilà. E.T. téléphone maison n'ont rien à voir. Mais non, C'est pas difficile du de tout. placer ça dans la zone spoiler parce que ce qui se passe, c'est quand même Non. assez rapide. Il va avoir un accident avec sa machine. Et en soi, c'est pas un spoil. Hein. Voilà, il Non, va bah non, avoir un c'est même doigt. c'est l'élément déclencheur de l'intrigue, on va C'est dire. ça. Et du coup, Mais il y a bon, cette idée. Et puis alors, Elio Petri, il est extraordinaire pour nous faire rentrer dans la psychologie de ce personnage. Et Gian Maria Volonté, extraordinaire aussi par rapport au fait que il y a pour le coup, ce rôle est totalement différent de celui d'enquête, mais ce sont quand même deux hommes enfermés dans une sorte de, ils sont enfermés dans une sorte de rôle qu'ils subissent plus qu'autre chose finalement dans leur existence. Hein. Mais là, il l'a dit dans une interview que j'ai regardée, qu'il avait donné une vidéo qui est sur l'INA, enfin sur le site de l'INA. Il le dit, il a voulu aller s'occuper du peuple et des ouvriers après avoir fait enquête. Ce qui est logique, il y a une sorte de continuité. D'abord, il va frontalement contre la police, etc. Et après, hop, il va voir du côté du peuple ceux qui subissent. Qui subissent donc les pressions policières, parce qu'il y a des pressions policières dans le film, et les pressions sociales du patronat, au sens large. Et dans Enquête, bah oui, capitalisme, patronat était en lien avec police, de toute façon, d'une certaine manière. Donc, en gros, c'est un cinéma d'aliénation. Et c'est vraiment filmé et monté, parce que le montage est important, hein, le montage du film comme le montage des pièces, hein, avec l'aliénation. C'est des films âpres comme ça, même si ça n'a rien à voir. Stylistiquement, on peut penser à The Offense de Sidney Lumet, tu vois, sur certains points. Je ne sais pas si tu vois l'idée. Alors, c'est sorti un peu je vois ce que après. tu veux Hein, dire. Ouais. Mais surtout qu'il y a un côté effectivement très brutal. Enfin, quand tu le dis, c'est vrai qu'effectivement, on ne peut que comprendre ce personnage parce qu'avant même de le rencontrer, bon, on le rencontre assez vite. Hein, de toute façon, dès l'instant qu'on a la caméra qui descend vers la chaîne de production, elle va s'arrêter sur lui. Donc oui, clairement, il nous est déjà établi qu'on ne va suivre que lui et qu'il va être assez central. Mais dès le début, il y a une façon de nous psychologiser, de nous fragiliser, je dirais, par la première violence apparition du de son, personnage. en fait. La première apparition qu'on a est un bruit de machine qui vient avant la musique et qui est quand même assez violent, qui a un bruit de pièces qui s'entrechoquent, qu'on entendra de temps en temps comme un espèce de rappel à cette espèce de continuité morale qui est un Mais film, c'est quoi. génial, parce que c'est dans la composition, on l'a pas dit, Ennio Morricone est à la composition, parce qu'on reviendra sur ce monsieur, Tout à fait. évidemment, éminemment célèbre, mais aussi pour des films moins connus. Mais alors, ses travaux musicaux sont tout aussi, sont tout aussi bons, de toute façon, quelle que soit la réputation ou la connaissance qu'on puisse avoir du film en question. Et comme tu le dis, il y a cette pièce et tout qui fait partie intégrante de la composition musicale, tant et si bien que parfois ça se mélange à l'image. Et après, on a ce bruit de tic-tac qui est aussi une autre forme de machine qui réveille. Alors en plus, ironie du sort de cette scène, il est réveillé avant l'heure. C'est-à-dire qu'il est tellement aliéné par son travail qu'il se réveille une heure avant. Et on voit d'ailleurs l'aliénation, et l'aliénation de l'enfermement. L'aliénation, on ne le voit pas ici, mais il se sent observé par une peluche du fils de sa compagne. On reviendra sur des histoires de peluche à un moment, parce que ça représente ce que ça veut dire, la société de consommation et tout. La société du divertissement derrière, avec un écusson, je crois, c'est du Milan AC. Enfin, c'est une des deux équipes de Milan, en tout cas. Et c'est passionnant comme introduction. C'est-à-dire que même dans son foyer, le gars, il est aliéné, il ne fait que penser à ça. Il rumine toute la nuit, quoi. Voilà. Oui, non, bien sûr, c'est ça, ça l'obsède, enfin, c'est quelque chose qui est constamment présent avec lui, dans son couple, par ses enfants, enfin, qui eux sont obligés aussi de se fier à lui parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment d'autre solution pour, un enfant et une femme dans ces années-là. Et c'est là que c'est compliqué, même quand il revient vers son ex-femme, on voit qu'il a détruit un cadre qui a réussi à se recomposer derrière lui, donc on sent qu'il est aussi un parasite pour tout ce qu'il habite. Et il y a d'autres choses qui vont aller justement, à partir de l'accident, on y reviendra peut-être un petit peu après, parce que tu parlais de certaines choses que va lui reprocher justement, sa compagne et ça joue beaucoup sur ce qui va se passer, après l'accident. Moi, il y a un passage qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que de toute façon, oui, on nous ancre tellement dans sa tête qu'on n'entend que ce qu'il entend. Donc effectivement, les bruits de machines, voilà, enfin les tic-tac, les alliés, enfin tout ce qui va justement jouer autour de l'usine. Le fait que les gens lui hurlent dessus, le traitent comme un esclave aussi, que nous on entend comme une agression, mais que lui il vit comme quelque chose de très naturel. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que donc chaque fois qu'il arrive à l'usine, en fait, il y a deux plans qui sont intéressants. C'est quand il est donc à l'extérieur de l'usine, il arrive à entendre les manifestants qui lui hurlent dessus, qui sont les manifestants étudiants qui essaient de les empêcher d'entrer à l'usine et qui leur proposent de se syndiquer, de se rebeller, de dire mais venez, faisons front, vous avez des cadences infernales, qu'on vous renforce, vous allez avoir des problèmes. Vous avez déjà eu des accidents, il va y en avoir d'autres, sortez de là. Ça, il arrive à l'entendre parce qu'il est encore à l'extérieur de l'usine. Quand il est à l'intérieur, on a les employés syndiqués qui vont lui parler et il y a tout un passage qui est hyper intéressant avec une caméra d'ailleurs qui d'ailleurs part tout le temps. Alors c'est jamais des plans séquences, mais c'est
des plans longs et souvent, voilà, très travaillé. La caméra va partir vers les airs, revenir, passer par-dessous la chaîne, par-dessus la chaîne et tu as, ce groupement, d'ouvriers syndiqués qui eux, vont lui dire complètement: «Mais rejoins-nous, arrête d'être aligné, arrête d'être à la solde du patron alors que tu es payé comme une merde, tu travailles comme une merde et toi, on continue à te presser et tu l'acceptes» et là, il les écoute plus du tout, c'est plus possible, il est sur sa chaîne et on les voit, eux, qui continuent à lui hurler dessus, mais on ne les entend pas et il commence à casser des choses aussi. Tu en as un qui frappe dans le néon au-dessus de lui, il y en a un qui prend des éléments, qui les brise au sol. On voit les choses se briser, on voit le verre se casser dans le néon, mais on n'entend strictement rien parce que on est dans lui, dans sa chaîne. Enfin, on est avec lui, on est avec sa chaîne, on est avec le côté l'aliénation totale. Et ça, ce plan-là est assez, je veux dire, enfin, alors. C'est peut-être c'est de la comment dire, c'est de la surexplication de la part de Petri. Il est vraiment en train de dire, si t'as pas compris avant ça que le mec est animé, je te le montre là. Tu as des gens qui sont en train de lui hurler autour et il ne les voit même pas. C'est Ça, c'est très intéressant ce que fort. tu dis. C'est intéressant ce que tu dis parce que le film est très frontal. Il ne cherche pas à être subtil. Et pour Non, cause, jamais. il faut que le message soit bien engagé. Donc il tape dessus, quoi. Il tape sur la machine. Bah, à la manière d'une scande de manifestants qui vont répéter en boucle la scande jusqu'à ce qu'on puisse l'entendre, bah, là, c'est le même principe. Il part du principe que tout doit être surligné. C'est une intention de mise en scène, c'est même pas enfin, Mm. moi, en tout cas, je vois pas ça comme un défaut. C'est intéressant parce que là aussi, on voit le domaine ouvrier, l'intérieur, les bruits des machines et tout. Un an avant, c'est un film que j'ai découvert il n'y a pas longtemps parce que j'avais lu euh, le livre d'Alain Brossat là, sur le cinéma, les héritages du cinéma colonialiste. Il y avait un film français sorti en 1970, l'année d'avant, qui s'appelle Élise ou la vraie vie de Michel Drache, ou Drac, je ne sais pas comment on prononce. Et on voyait souvent des personnages dans les usines et il avait volontairement tourné presque en étouffant le bruit des dialogues parce qu'on entendait plus les machines. Mm. Là, je pense que sur le tournage, il y a eu des pistes de son différentes par contre. On sent que dans le mixage, c'est pas. Voilà. Mais c'est marrant, c'est un écho. Alors, aucune chance, je pense, que Elio Petri ait vu ce film de Michel Drac avant, parce que voilà, je pense qu'il était déjà en train de préparer ce film au moment où il est sorti, surtout. Mais voilà, ça prouve que après, de toute façon, après les événements des années de mai 68, etc., c'est des moments contestataires qui sont. Et on commence enfin à montrer au cinéma des choses qu'on n'avait pas montrées. Quoique, quand on voit cette scène-là, qui est là aussi vers 6 minutes du film, hein, évidemment, quand on nous montre cela, on va évidemment penser au temps moderne de Charlie Chaplin, qui, je pense, est une des influences quand même. C'est difficile de traiter de l'usine sans traiter de Ah oui. l'animation. Enfin, je n'ai pas forcément beaucoup de contre-exemples, ou voire pas du tout, de films qui se passeraient dans une usine où la manière de représenter l'ouvrier et le travail ne passe pas justement par la répétition et le danger. Ouais, mais après, voilà, l'histoire des masses, bon, après, c'était plutôt des masses qui rentraient dans un métro, hein, dans les temps modernes, mais après, cette idée. D'ailleurs, là aussi, là, le choix de cet endroit, alors je ne sais pas s'ils ont reproduit une usine ou s'ils ont pris des locaux pour la transformer en usine, c'est intéressant. On sent que ça a été très peu tourné en studio, alors, évidemment, à part des scènes intérieures, on peut imaginer. Et la façon de nous présenter plusieurs fois dans le film, hein, cette usine, en plus, c'est l'hiver, il fait froid, il y a la neige, on reviendra sur un plan de neige à un moment où il y a la foule qui se disperse. Là aussi, pas du tout subtil, hein, les grilles qui s'ouvrent. D'ailleurs, il y avait déjà une histoire de grille, personnage derrière la grille, au début du film Enquête sur un citoyen, et je pense que l'enfermement y est montré. Mais tu as l'impression que cette marche, elle est interminable, hein, dans rentrer dans l'usine. Et là, on voit quelques prospectus qui volent, et ils ont reçu ça des syndicats. Voilà, et ils balancent ça en mode on s'en fiche, on a besoin de travailler. Quoi. C'est terrible d'ailleurs parce qu'ils ne se rendent pas compte de grand chose. Et de l'autre côté de la grille, voilà, vers l'entrée, on ne le voit pas là, mais il y a une statue très étrange. Hein. On se croirait dans une dictature. Quoi. Ouais. Non, clairement. Mais pour revenir au parallèle que tu faisais entre les deux films, il y a un miroir qui est assez fou, c'est même dans la construction narrative. Alors voilà, là où non, nous deux, enfin, maintenant on est à égalité là-dessus, on a une limite, c'est qu'on n'a pas vu d'autres films d'Elio Petri, donc on peut pas se permettre Ouais. de dire que c'est son obsession principale et qu'il a traité tous ses films de la même manière. Par contre, effectivement, sur ces deux-là, il y a un truc qui est assez évident, au-delà de montrer les masses aussi, hein, entre la masse policière et la masse ouvrière, enfin, il y a moins de monde hein, dans Enquête au-dessus d'un citoyen, enfin, sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Tu as raison, on va dire Enquête. Il y a moins de monde parce que forcément, la masse policière, mais il y a beaucoup de monde qui passe dans l'appartement où il y a l'enquête. Il y a constamment un lieu de passage et un lieu de vie, en fait, qui ne permet pas à la pensée d'exister. Et pourtant, pareil, dans les deux films, on est complètement plongé dans le personnage, notamment, alors ici un petit peu moins, ça va quand même complètement le cas après derrière, hein, mais dans Enquête, il y a beaucoup de voix off.
énormément de voix off sur ses pensées. Lui qui pense, lui qui réfléchit à son stratagème. Ça peut être bien d'expliquer de quoi est fait le film. Voilà, donc si je me rappelle bien, c'est l'histoire d'un homme qui tue sa femme et qui va faire capoter l'enquête, Sa voilà, parce que maîtresse, ouais, c'est lui qui voilà. est, oui, sa maîtresse, pardon. Et c'est Et lui qui qui est va chargé de profiter, il l'enquête. va faire l'enquête sur son propre meurtre Voilà. et du coup, Il et va il faire va l'enquête monter sur les son échelons propre aussi. meurtre jusqu'à un moment où, voilà, justement, il y a un retournement où il va vouloir se dénoncer, mais il est tellement fort que, Ah bah, il y a une schizophrénie. D'ailleurs, voilà, c'est la même schizophrénie un peu qu'on peut voir avec le personnage. C'est-à-dire qu'à exactement. la fois, il est heureux, il est machiavélique d'avoir fait ça, mais il va y avoir une forme de regret, puis il aimerait être arrêté alors qu'il fait tout pour pas être arrêté. Et puis, il passe de la criminelle à la section politique de la police. Il y a tout un délire là-dessus. Mais il y a une progression du personnage, malgré tout. Voilà, et ben du coup, le personnage, comme tu le dis, est construit en miroir ici aussi, dans La classe Ouais. ouvrière va au paradis. C'est un personnage qui pourtant, comme justement, enfin, dans Enquête, pour revenir sur le miroir que je voulais faire, donc effectivement, on sait dès le début du film, au moins c'est un avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de, voilà, de jouer là-dessus sur un doute. On sait qu'il y a une femme morte et que c'est lui qui l'a tuée, et que c'est lui qui va trouver un Et oui. moyen de. Pourtant, on voit l'enquête qui avance. L'enquête qui avance à lui. Il y a plein de moments où ça pourrait capoter, mais il se persuade, il se persuade, il se persuade, et du coup, il arrive à persuader les autres. C'est là que c'est intéressant justement dans La classe ouvrière va au paradis, c'est qu'on va avoir également donc l'accident que tu dis au début. Donc là, on peut dire ce que c'est, hein, donc il se coince le doigt dans une machine et le doigt, bon, bah, sectionné, hein, voilà, dans un plan qui est assez évocateur. Toi, je sais que tu avais prévu une image là-dessus, tu pas mis le plan d'après, ce qui Non, est fort non, généreux de ta part mais parce que sinon, ce plan-là, il faudra en parler parce qu'il ouais, c'est y un a une plan qui revient. allégorie, il y a une allégorie très sexuelle là, dans Mmh, tout ça. Voilà, ça, on effectivement, va ah en oui, non, parler mais après. oui, de toute façon, la capacité du corps du héros va être très importante là-dessus. Ouais, Mais donc, effectivement, le doigt est sectionné, on a un plan d'après avec du coup tout le sang qui arrive qui coule. au Ouais. fond de la chaîne. Et quand on voit la petite marée de sang, on se doute que c'est pas une petite coupure qui s'est fait. Voilà, on se doute que c'est assez horrible. Qui se mélange, c'est du sang d'ailleurs, ça se mélange à une sorte de liquide blanchâtre, Ouais, de c'est ça, lubrifiant. une sorte Bon, de liquide blanchâtre. Tu dois avoir un peu de cambouis aussi qui va rajouter un peu à la matière, même si on voit pas, il n'y a pas de posture noiraude, mais forcément, dans ce genre de machine-là, tu te doutes bien qu'entre l'huile, le cambouis, tout ce qui doit se mêler à tout ça. Mais en tout cas, effectivement, il y a ce passage-là, et pourtant, comme dans Enquête, là, justement, avant d'avoir vraiment un point de vue moral qui va s'opposer à lui, où il va vraiment réfléchir à comment est-ce qu'il doit se positionner, il va être dans une forme de déni, à continuer à se persuader que l'usine est faite pour lui, qu'une fois qu'il est guéri, il peut reprendre le travail, que même si les cadences continuent, c'était juste une inattention, il est tout à fait capable de les reprendre. Bah, si les cadences s'accélèrent, c'est ça que je veux dire par là, puisque c'est ce qui se passe de toute façon. Voilà, et en fait, le point de retour n'est pas atteint par le sectionnage du doigt. C'est ça qui est assez non, intéressant. C'est que quand on voit le film, si on s'en tenait à un petit synopsis à la con en se disant un homme aliéné par son usine se coupe le doigt et décide de faire la révolution, tu te dirais ah bah oui, c'est là que ça se passe. Eh bien finalement non. Finalement non. On va encore rester dans cette espèce de truc en se disant ben non, ces hommes-là sont tellement embrigadés dans le Fordisme, hein, je reviens dessus, que justement, il est impossible pour eux d'en sortir comme ça. C'est pas un doigt coupé, un membre sectionné, c'est pas quelque chose d'assez fort pour les en faire sortir. Et là aussi, on a une image sur ce que pense Héliopétrie de l'usinage en général et du travail à la chaîne et justement de la manière qu'ont les employés d'être traités comme des esclaves modernes quoi, par leur patron. ça, cette idée que la classe ouvrière va au paradis, ça, c'est ce qu'on appelle l'utopie potentielle, voire même un rêve. On reparlera du rêve à la fin, parce C'est que un là peu aussi, heureux les simples d'esprit, c'est ce que tu veux dire? ouais, mais l'histoire du rêve aussi a un effet miroir quasi inversé avec Enquête, hein, d'ailleurs, d'une certaine façon. Mais on va revenir sur là aussi. Ça peut-être ça va manquer de subtilité, mais dans l'idée c'est totalement cela. L'aliénation fait que le personnage principal est totalement déshumanisé. En gros, il va se comparer soit à une machine, soit à une bête, plus ou moins dans le film. Il fait partie. Il est la machine. D'ailleurs, à un moment, il dit un truc qui est qui est assez intéressant en soi, biologiquement parlant, que, pour simplifier, hein, l'homme est une usine à caca. Hein. Grosso modo, on a une machine qui broie à l'intérieur les aliments et qui les expulse. Finalement, le capitalisme s'est pareil avec l'humain, quoi. Grosso modo. Et le message, il est assez clair. Et le pire, c'est qu'il dit ça quand il est encore à fond dans son travail. Il est conscient de ça. C'est-à-dire qu'il est conscient d'être esclave. Et en fait, c'est sa façon à lui d'exister, d'être esclave du système, hein, tout simplement. Bien sûr.
Oui, non, mais c'est ça, mais enfin, effectivement, je pense qu'on a peut-être clos le passage sur tout ce qui est aliénation parce que oui, ça, le film passe son temps à le répéter. Mais oui, non, comme tu le dis, oui, il se compare à une machine, il se compare à une bête. Ah, pourtant, une bête humaine, mais pas la bête qu'on pourrait imaginer qui serait la bête italienne. Voilà, on va commencer à se diriger vers ça parce Non, qu'effectivement, comme tu le à une disais, ça bête, va. ça par exemple, alors ça, on va enlever la bannière parce qu'il y a un petit truc. Ça, si j'étais là en mode, en gros, il fait l'amour à sa machine, hein. Oui, D'ailleurs, ouais, ça clairement. rien à voir avec une chanson d'Alain Souchon, hein. L'amour à la machine, c'est autre chose. Mais c'est intéressant en soi. Mais c'est vrai qu'il est là. Et d'ailleurs, après, on le voit le doigt quand il se fait couper. Bon, bah, on a clairement ici une allégorie sexuelle qui est une métaphore filée, très très filée. Oui, Et, l'érotisation de tout ça, du moment où il se sent lui homme, c'est quand il est face à sa machine. Et pas, par et parce exemple, face à son épouse, ce qui est donc du coup assez contradictoire. Ah bah non, parce que le pauvre, c'est terrible, hein. Le pauvre, bah, le soir, elle aimerait bien, voilà, passer un petit moment avec son mari et tout. Lui il est trop fatigué Mmh. et du coup, bah, il peut pas. Et le matin, par contre, il se sentirait en pleine forme. Mais bon, le matin, elle dort parce qu'elle, elle va au boulot. Après, elle est coiffeuse Mmh. aussi. Alors après, oui, il y a le matin, mais il y a quand même énormément d'allusions aussi au fait qu'il serait plus ou moins impuissant. Bah, Enfin, c'est quand même plus ou moins explicitement dit par justement la réappropriation du corps derrière, le fait que, il a été impuissant pendant un moment parce que même, enfin, son épouse suggère quand même que même quand il ne travaille pas, même quand c'est le week-end, même qu'il hmm. n'y a plus rien du tout qui ne se passe parce que justement, en fait, enfin, c'est ce que tu disais aussi avant, hein, parce que tu disais quand il dort, il pense à l'usine, quand il est chez lui, il pense à l'usine, il s'abrutit devant la télévision, devant des programmes qu'il commente, mais qu'il nous commente de manière automatique. Ça, c'est intéressant d'ailleurs, on le voit commenter 2 programmes qui sont différents, il dit les mêmes choses. Donc on voit bien qu'il y a, quelque chose qui fait juste de, «Je le soir, c'est télé, machin», et Il peu parle de importe ce que foot. c'est en fait. Il Mmh, parle de foot avec son fils adoptif, on va il l'appeler parle comme de ça. foot avec son fils adoptif, ouais. Et son fils, il dit nous parce que sous-entendu, il supporte une autre équipe, je crois, hein, qui visiblement a plus d'argent. Il dit nous, on va pouvoir s'acheter ce joueur. Donc, il y a aussi cette idée de pression sociale. On sent que d'ailleurs, la coiffeuse, donc sa compagne, et le fils par procuration, ils sont à fond dans la société de consommation. Mais ça, on le comprend très vite avec une scène plus tard, hein. Et Même eux même aussi lui, sont d'une certaine aliénés. manière, lui, il se vante de sa voiture, voilà, qui est le truc Ouais. qu'il a pu se payer justement, en partie parce que l'usine lui a permis d'avoir, aussi des petits rabais parce qu'il y a des partenariats, tu vois? C'est pareil, c'est supposé parce qu'on le propose à d'autres personnes à un moment et d'une certaine façon et c'est horrible de dire ça parce qu'en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un second mariage et c'est son beau-fils, donc on ne sait même pas si ce mariage-là a été consommé. Il sait plus ou moins acheter sa femme. Le fait d'être un ouvrier, si tu dois être un Italien modèle, tu travailles à l'usine et tu es dans un mariage fixe, quelle que soit la joie que tu peux y ressentir. Alors c'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est plus ou moins comme ça que c'est suggéré. Lui considère qu'il n'a même pas de devoir à faire de ce côté-là. C'est en mode, bah, moi j'ai, les choses matérielles qu'on est censé avoir, hein, c'est vraiment le trophée de l'enfant, le trophée de la femme, le trophée de la bagnole, le trophée de la maison, de l'emploi stable et de la télévision, c'est bon, j'ai accompli mon devoir d'homme. Et il y a quelque chose là-dessus qu'il va falloir questionner et mettre du temps. Enfin, il va falloir que, comment dire, que le venin commence à le piquer. Tu as plusieurs exemples. Tu as parlé de Militina, c'est ça le nom du personnage qui est, Ouais, le personnage qui a un ancien ouvrier, grosso modo, qui lui s'est aliéné tellement qu'il a fini enfermé, exactement, et qui tout lui simplement. va tenter à un moment, parce que malgré tout, même si on sent que le personnage a capoté depuis longtemps, il est quand même plus sensé que lui quand il lui parle. C'est peut-être le personnage qui a les mots les plus lucides à un moment. Voilà, il est plus sensé que lui dans sa folie, donc c'est quand même assez intéressant et lui, il va tenter justement d'injecter un poil de venin et je trouve que le moment où ça rebascule un petit peu, c'est le moment où justement lui et d'autres personnes qui ont été, enfin pas handicapées, mais qui ont été blessées, lors d'un travail d'usinage sont mis sur une chaîne un peu plus souple. Ils sont ramenés et en plus on le vante en disant: «Vous avez vu, on est une grande usine, nous n'abandonnons pas les gens. On vous a fait récupérer votre emploi, même si à cause de vous, il y a eu, du travail qui a pas été fait et tout ça, mais nous on aime tellement nos employés qu'on vous reprend» et du coup, ils mettent tous ces employés-là, dont certains justement les syndiqués, tous ceux dont ils veulent pas, ils les foutent sur une chaîne un peu plus souple en mode: «Au moins ils font quand même travailler» et ils se vantent de: «On a ramené tout le monde» et là, il y a quelqu'un qui lui dit: «Ouais, mais on n'a pas ramené Militina» qui lui a été Oui, blessé, aliéné. Et je pense que là, il y a une bascule qui se fait. Le côté, c'est bah, peut-être pourquoi lui, il est parvenu alors que moi, j'ai réussi à le faire? Et c'est à partir de là qu'il commence à se rendre compte que non, l'autre a été bien plus impacté que lui et ça va pas. Et c'est à partir de ah, là, je trouve que qu'il commence à se rebeller, que son dialogue qui est constant commence à s'empreindre d'un discours qui devient un peu plus révolutionnaire, quoi.
On y reviendra après, mais Minitina, c'est peut-être presque indirectement l'homme qu'il aimerait être, enfin, qu'il aimerait devenir. Et paradoxalement, en plus, parce que de façon psychologique, oui et non. Mais dans le oui et non, tu parlais, c'est intéressant ce que tu disais sur l'Italien parfait, qui a son boulot fixe, sa femme, son enfant, mais c'est quand même après avoir un échec, parce qu'il a eu sa femme, il a eu son fils, et ils l'ont quitté. Oui, bien C'est sûr. ça qui est important. Et d'ailleurs, il y a des scènes qui sont. Moi, il y a une scène crève-cœur dans le film. C'est quand il va retourner voir sa femme après l'accident, qui n'était pas au courant. Enfin, pardon, son ex-femme. Voilà, c'est important. Elle n'était pas au courant. Genre, bah voilà, il y a eu un accident. Et alors, c'est terrible parce que un choix de cinéma pur. Hein. C'est le soir, ok. Et ben, quand il va voir sa femme avec le fils et le nouveau père du fils, parce que clairement, le nouveau père, son fils, appelle l'autre gars papa. Il y a ça, donc ça c'est dur quand même. Et ils sont dans une sorte de pénombre. T'as peine à y croire. Ils doivent avoir l'électricité, ces gens. Pourquoi ils sont tous en réunion, en pleine pénombre, sorte de lumière bleue, tu sais, là, comme ça. Et t'as l'impression qu'ils rentrent dans une sorte de vie d'avant qui n'est plus là. Donc c'est comme s'ils venaient dans un monde de fantômes. Quoi. Enfin, je pense qu'il y a un choix voulu là, cette idée. D'ailleurs, c'est un choix qui va avoir un écho plus tard quand il va avoir chez lui d'autres gens des étudiants révolutionnaires. Ça aussi, ça sera fini dans la pénombre. Alors peut-être qu'il voulait faire des économies d'électricité, les temps étaient durs, j'en sais rien, je veux dire des bêtises. Mais alors, cette scène chez son ex-femme avec l'enfant, terrible, avec la grand-mère qui dit ah ben il a le droit, il appelle papa celui qui ramène l'argent à la maison, ce qui sous-entend qu'il ne ramenait pas assez d'argent avant. Enfin, sa vie est un échec, malgré tout. Oui, bah, de toute façon, enfin, ça c'est toujours intéressant, oui, de se poser les questions du comment est-ce que ce plan-là a été fait, peu importe en réalité, puisqu'il arrive à dire quelque chose. Ah oui. Et en plus, lui, quand il revient et qu'il veut bien dire à tout le monde, hein, il le répète à qui veut l'entendre, hein, qu'il a perdu son doigt, il est encore en train de l'affirmer comme un trophée, une Eh oui. sorte de valorisation de son labeur, quoi. J'ai tellement bien travaillé que j'en ai perdu un doigt, vous vous rendez compte, quoi. Et il ne se rend absolument pas compte de l'absurdité de ce qu'il est en train d'avancer. Et effectivement, quand tu vois, alors certes, ils sont dans une, enfin, sa femme et son fils sont partis dans un cadre familial qui est plus aisé, clairement, mais Ouais. qui malgré tout, alors sans rentrer dans une diatribe, heureusement, j'espère que Elio Petri ne nous dit pas ça, auquel cas il contredirait son film. Il n'est pas en train de nous dire que l'argent fait le bonheur, mais Bah, ils n'ont pas l'air ça très heureux, ces gens non plus, en vrai, en ils ont soi. l'air quand Enfin, même plus heureux que lui, en tout cas. Ça, ils ont ouais. l'air plus soudés, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a l'air d'avoir un cadre qui les soude, qui les construit un petit peu mieux, un foyer un petit peu Ouais, mieux, mais tu as vu et qui va servir à engoncer la jalousie de l'autre. avec la mamma italienne à côté là qui dit, qui semble tirer les ficelles quand même. T'as un peu l'impression que c'est une vieille Italie là. Il y a peut-être une tentative de réflexion sur ça. Je ne sais pas. Ah bah oui, non mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont l'air plus heureux selon des normes Ouais. italiennes d'une certaine époque. Que Petri a envie de dégommer de toute façon. Enfin, en tout cas, si on s'en réfère à son film précédent, voilà. Oui. Ou enfin, Oui. dans son film précédent qui dit clairement, bah, si vous voulez arrêter les meurtres, favorisez l'adultère. Bon, à partir de là, je veux dire, il est clairement en train de s'élever contre la société traditionnelle italienne, quoi. Sur les deux films-là, hein, on va dire vraiment pour faire un raccourci rapide, le message de Petri, selon moi, sur ces deux films, c'est la Litanie n'est jamais vraiment sortie de son fascisme. C'est juste qu'il a évolué autrement, ouais, en fait. Oui, C'est, ça prend différents atours et différentes couleurs, mais c'est toujours la même chose. de toute façon, le capitalisme et le fascisme, ils ont frayé, hein, on va dire ça, hein, voilà, et ça fraye encore, hein, et ça défraye même des fois, hein, la chronique aussi. Et bon, après, là, pour aller plus loin dans l'analyse, on officialise la zone spoiler ici. Hein, comme ça, en soi, le film, si ce n'est la fin, si vous voulez, comment le personnage va terminer, il n'y a rien à spoiler. Et puis, en plus, comme tu l'as dit, c'est pas comme dans Enquête quand même, mais bon, il cherche pas le suspense, Elio Petri, d'autant plus qu'il nous met les trucs avec ses gros sabots exprès pour. L'important pour lui, c'est pas l'intrigue, c'est le message. Donc, comme tout bon cinéma d'ailleurs le Oui. fait. Et alors, à un moment, il y a la bascule. Alors, c'est intéressant parce que Petri montre un truc quand même, et il questionne ça. Il questionne la lutte syndicale. Il y a il y a des syndicalistes, on va dire, qui veulent l'union, mais qui sont pas hyper radicales, ultimement révolutionnaires, c'est-à-dire 2 heures de grève par jour, mais quand même, union. Et tu as les étudiants limite anarchistes à côté qui, eux, veulent la grève totale et générale. Et donc, quand il va faire sa bascule, et c'est très étonnant dans le film, quelque part, on s'attendrait à ce qu'il soit quand même plus syndicaliste soft, tu vois. Maintenant, il va faire une bascule directe à travers une scène qui est, pour moi, un étrange écho d'enquête. Je ne sais pas si tu te souviens, dans Enquête, à un moment,
il y a le personnage donc du policier qui nous fait un speech, un discours fasciste, hein, le policier face aux médias, je crois, pour officialiser sa prise de fonction et tout. Il fait un discours limite fasciste en tant que nouveau chef de la police politique. Et là, tu as notre personnage de Lulu qui prend la parole et qui devient, en un speech, le leader de la lutte. C'est très rapide hein, comme évolution. Et là, il décide, d'ailleurs, c'est là où il parle de machine, il parle de bête, il le dit. Et c'est là qu'il dit cessez le travail immédiatement. Et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il devient. Et la question est quel leader devient-il? Et est-ce que là, Petri ne questionne pas aussi, ne questionne-t-il pas aussi comment prendre la lutte en main? Parce que là, c'est pas la lutte d'union globale d'un groupe de gauche, ça devient un leader maximo, si on veut, des ouvriers révolutionnaires. C'est intéressant, ça aussi, quand même. Ouais, mais effectivement, la différence entre les étudiants et les syndicats qui n'arrivent pas à communiquer est d'ailleurs montrée dans une opposition quand les ouvriers arrivent à mettre en place quand même leur piquet de grève, même si, comme tu le dis, c'est un piquet de grève qui est assez léger. Et là où c'est intéressant, c'est que les mecs obtiennent quand même quelque chose. Genre, tu sens quand même que 2 heures en moins dans l'usine, c'est pas En très fait, bien. là, c'est un peu Ruffin, là, les syndicats des sous. Et lui, c'est plus en mode Poutou, après. Voilà. C'est pour Oui, faire, voilà. CGT, FO. C'est ça, ouais, si on devait. Oui, voilà, c'est ça. C'est quand tu vas en manif, lui, il est derrière avec les cortèges qui avancent et il y en a, les étudiants, ils sont devant, quoi. Ils sont devant à balancer des pavés en mode c'est plutôt là qu'il faut se battre. Et c'est ce que les étudiants lui disent d'ailleurs. Le moment où ils sont en train d'avancer vers l'usine et qu'ils leur disent arrêtez de penser que c'est les syndicats qui vous ont permis d'obtenir un truc, là, plutôt rejoignez-nous et là, vraiment, on va obtenir quelque chose. Et ils ne les rejoignent pas. Il y a des figures qui m'intéressent, notamment dans les étudiants. Tu en as un qui, à un moment, va lui parler et qui lui dit quelque chose, mais qui est dramatique, qui lui dit « Regarde-moi, j'ai 30 ans, mais je suis épuisé par la lutte. » Et effectivement, alors, bon, j'aime rien volonté, il a 31 ans, il a 38 ans, lui, quand il tourne le film, son personnage en a 31. Il fait plus vieux, c'est normal. Ouais, c'est normal, mais malgré tout, l'autre personnage qui lui dit avoir 30 ans a l'air plus vieux que lui, a l'air encore plus éclaté par la vie parce que lui, il n'a pas fait la même chose. On a un qui a été aligné, l'autre qui a lutté. Et la lutte, d'un certain côté, l'a tout autant épuisé. Donc, malgré tout, il est en train d'envoyer quelque chose qui est très fataliste, qui dit que de toute façon, que ce soit par l'aliénation, par la lutte pour ses droits, il y aura une génération sacrifiée. Et que si jamais les étudiants obtiennent quelque chose, ce sera pour les générations d'après, ce ne sera pas pour eux, ils n'en profiteront pas. Parce qu'eux en mourront, en fait. Eux vont vieillir plus vite que les autres. Eux vont être épuisés par tout ce chemin-là. Je trouve ça très fort d'envoyer ça, de dire quand même qu'il faut se battre, il faut prendre les armes, c'est maintenant, mais ça ne viendra pas sans rien et vous allez en morfler. Donc, il n'est pas en train de dire qu'il comprend ceux qui vont rester sur le côté et qui ne veulent pas se battre et qui ferment les yeux en disant ça ne me concerne pas après tout, laissez-moi profiter du peu que j'ai. Ah, la politique, c'est pas pour moi. Mais il est quand même en train de dire oui, si la politique c'est pour toi, comprends que ça va t'épuiser. Je trouve ça assez intéressant de poser ça. Et la façon aussi, stylistiquement parlant, parce que le cinéma parle par les images et les choix de mise en scène, de capter le visage. Parce que les gros plans qu'il va faire dans le film, c'est des gros plans qui disent long, hein, et toujours sur le personnage de Volonté, hein, sur Lulu. Et là, il fait presque peur hein, dans ce speech. C'est pour ça que tu le mets, imagine, tu le mets en silence, sans les sous-titres, sans rien. On se demande quel speech il est en train de faire, quoi. C'est pour ça que. Mais par contre, ça fonctionne. Là, il réussit un truc qui n'a pas été réussi avant. Par contre, derrière, c'est pas joyeux. Hein, derrière, alors c'est là où quelque part derrière, j'ai envie de dire, il revient notre cher Petri à ce qu'il a fait dans le film d'avant, c'est-à-dire qu'il fait réintervenir la police dans une scène. Alors là aussi, scène. Alors je sais pas s'il utilise des grues et tout, mais il y a une drôle d'ampleur dans cette scène-là. C'est la scène de dispersion parce que la police vient taper sur les manifestants hein, sur les grévistes, quoi. Mais toute cette scène, de toute façon, ouais, effectivement, de sortie de l'usine en grève et tout ça, qui va les suivre dans la ville, puis après les montrer se disperser, c'est hyper impressionnant. Il va jouer sur l'ampleur, malgré tout, d'une ville qui, au final, les engloutit quand même. Oui, parce qu'après, il y a une histoire de voiture et tout, il y a tout un délire là. Ouais. Parce que tu as plein de lignes de fuite. Tu es là, tu te dis, ça y est, on est dehors, on n'est plus confiné, la révolution est possible. Et pourtant,
Au final, il y a un flic, à chaque coin de rue, il y a des voitures qui les bloquent, il y a les immeubles qui vont se mettre comme des barrières, il y a plein de choses qui vont, reconfiner la mise en scène dans un espace plus grand. Je trouve ça aussi, assez intéressant. C'est des CR... En plus, c'est des CRS, quand on voit. Vous sortez cette image d'un contexte particulier, vous pouvez y voir des parallèles historiques aussi, hein. Mmh. On pourrait imaginer là, des gens dans un camp qui s'échappent et qui essayent de s'enfuir, quoi. D'ailleurs, l'usine est à la fois prison, c'est comme un camp, hein. Il y a des moments où tu réfléchis à cette idée-là aussi, hein. Oui, puis Un les camp les prisonnier. CRS qui sont au final les plus, comment dire? Les plus écorchés d'une histoire, hein, parce qu'eux aussi, ils sont comme des personnes qui sont pires que ces travailleurs-là dans la manière dont ils sont traités par leur hiérarchie, qui devraient plutôt être du côté des manifestants, mais qui, aliénés par les ordres, vont accepter de leur taper dessus, là où normalement, enfin, si tu suis un tout petit peu une once de logique, bon, aujourd'hui comme avant, hein, ça n'a pas trop bougé, tu laisses le képi et puis tu rejoins les rangs, quoi. Mais bon, ça c'est Ça, c'est très l'utopie. utopiste. Ça serait le paradis. Et d'ailleurs, cette scène-là donne l'impression qu'ils vont dans leur paradis, quoi. Mais bon, le paradis est très vite semé d'embûches. Parce que ça aussi, ça pourrait faire l'imagerie d'une sorte de paradis, de purgatoire, on sait pas. Les lieux choisis sont remarquables à ce niveau-là. Ouais. Imaginez une usine comme ça, à côté dans une forêt un peu enneigée. C'est assez original, je trouve, comme choix. Et là, je pense que les décors n'ont pas été choisis par hasard, hein. Il y a eu un travail là-dessus, hein. Peut-être, je sais pas, parce que alors, avec la statue de l'autre côté, il y a tout un truc. C'est vrai que sur des images fixes, on n'a pas l'ampleur de ces endroits-là et de la scène. Et après, bon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Lulu, à force d'être un leader et d'être révolutionnaire, il va tout perdre. Et là, il y a la descente aux enfers qui est assez soudaine aussi. Bon, il perd son travail, bon, d'accord, mais il perd aussi, sa compagne et le fils de sa compagne décident de le quitter. En même temps, bon, c'est vrai, mettons-nous à la place, même si c'est difficile sur certains points, mettons-nous à la place de la coiffeuse qui rentre, elle a eu une journée de travail aussi, hein. Elle rentre et chez elle, il y a des étudiants qui squattent et qui vont même rester dormir. Bon, évidemment qu'en tant qu'épouse, le mari qui a fait ça, qui n'a pas demandé son autorisation avant, elle a le droit de péter un plomb et de piquer une colère. Et d'une certaine Après, c'est manière. Mais par contre, les raisons à invoquer voilà, sont quand même à charge, hein, contre elle. la façon dont elle le dit, bah oui, bah moi je suis une femme libre, hein, je veux mon vison. Donc, grosso modo, si je simplifie, mais c'est l'idée. Elle veut sa liberté, elle veut pas l'union révolutionnaire. Ça, c'est intéressant parce que Petri, là, il dit attention, liberté, mais quelle liberté? Toi, le Oui. travail rend libre, La hein, c'est liberté ça? de consommer, est-ce que c'est de la liberté, quoi? La liberté, oui, c'est ça, le travail rend libre, hein. Rappelez-vous ce slogan qui a été repris récemment, y compris par certains politiques de droite en France, donc l'histoire d'eux. Vous voyez que l'argent rend libre, c'est ce qu'elle croit, hein. Sauf qu'elle ne se rend pas compte, en fait. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte que l'argent ne donne aucune liberté. La seule liberté que l'argent donne, c'est d'en vouloir plus. Donc, c'est pas forcément une bonne chose quand on y pense. Mais après, doit-on en vouloir factuellement à cette femme qui a baigné là-dedans, en gros? Elle n'a pas eu d'éducation révolutionnaire ou autre, quoi. Elle a son confort. Et on voit qu'elle a gâté pourri son gamin avec toutes les peluches possibles. Ça, on a compris. C'est pas étonnant que le gamin, plutôt, il parle d'argent, un transfert de joueurs à coups de millions. À l'époque, c'était beaucoup. Alors que son beau-père travaille à l'usine à côté pour apporter le minimum de vin. Peut-être que aussi bien dans le film, aussi bien, c'est pas mentionné directement, mais aussi bien sa compagne gagne plus que lui, hein, j'en sais rien. Ah, C'est pas dit. C'est pas vraiment dit, mais en tout cas, elle a l'air quand même de s'accrocher à un confort qui vient des 2 salaires. Clairement, oui, c'est ce qu'elle dit plus ou évidemment. moins, c'est que son train de vie va s'alterner si lui arrête de travailler, mais le train de vie est supporté par les 2, clairement. D'ailleurs, on la voit avec des perruques et tout, c'est très Mmh. étrange. Ce train de vie, elle se rêve peut-être autre chose. On pourrait se croire dans un film de Fellini où elle se rêverait être quelqu'un qu'elle n'est pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est assez intéressant et à la fois, tu sais, qui se questionne parce que c'est vrai que ce serait trop facile de dire que par cette scène-là, il y a un côté, tu sais, alors pas féministe, clairement pas, mais en tout cas où Pétri pourrait dire, «Mais regardez, en même temps, cette femme, elle a envie d'être libre à ses conditions et il faut l'écouter, quoi», tu vois? La libération de la femme, c'est important. Sauf que quand on te met les raisons pour lesquelles elle fait ça, il y a une façon, enfin, tu sens quand même que c'est un petit peu à charge et qu'il est en train de dire d'une certaine manière, la femme est superficielle. Alors je pense que de son point de vue, voilà,
d'homme italien des années 70, il y a quand même des choses, des bribes qui restent, quelque chose qui se dit, ben oui, effectivement, le confort matériel, c'est purement un désir féminin. Alors, il faut regarder toujours l'époque dans laquelle il vivait. C'est peut-être pas quelque chose qui était forcément très contredit par ses pairs à cette époque-là. Voilà. Pas encore. Enfin, on a vécu hein, la folie félinienne, pasolinienne et plein de choses, des gens qui ont osé contredire tous ces schémas-là, mais on sait qu'il y a une dynamique quand même assez principale et on le voit même, je veux dire, enfin, tu vois, dans son film d'avant, la femme est une victime. Et elle se laisse. En plus, elle a, oui, dans l'enquête, elle est en mode, elle fétichise des histoires de meurtre. Donc bon, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que on peut revenir sur une scène qui est juste avant, quand il est devenu son leader révolutionnaire. Il en séduit une employée de l'usine et ils vont faire l'amour dans sa voiture. Ouais. Donc la femme se laisse facilement séduire. Donc c'est vrai que ici, Petri, c'est pas forcément, voilà, bon, c'est avec les poncifs de l'époque, on va dire. Et il montre des femmes aliénées qui sont réduites au rôle qu'on leur donne. Disons qu'après, comme souvent, je pense que c'est juste qu'étant donné que les personnages féminins n'ont que peu d'incidence sur le récit, il prend pas le temps de s'y intéresser. En tout cas, peut-être pas autant qu'il le devrait, ça. Est-ce qu'il doit quelque chose? Après, c'est une autre début question. 70 en Italie, comme tu l'as dit. Non, oui, bien sûr, mais effectivement, c'est vrai que cette scène-là, avec l'employé, alors elle dit quand même plusieurs choses, parce que malgré tout, il va coucher avec son employé sur un parking. Là, on a cette scène où il se rhabille après sur les côtés de la voiture. Et d'ailleurs, c'est marrant, ils sont vraiment séparés par la voiture, quoi. Donc il y a quand même une distance qui se met dès l'instant que l'acte est terminé. Et elle, la première chose qu'elle va lui dire, donc toujours du dialogue, hein, on y revient, quand ils ont terminé l'acte, c'est: moi, j'ai rien senti. Ça m'a rien fait. Oui, non, mais ça n'a pas réglé son problème d'impuissance, quoi. Voilà. Bah, lui, par contre, si, d'une certaine manière, Oui. c'est le côté, ça y est, moi, je suis redevenu un homme, machin, tout ça. Mais du coup, il y a quand même un petit quelque chose qui se dit, mais est-ce que vraiment redevenir un homme, c'est juste toi et ta capacité à bander et éjaculer, ou est-ce que c'est ta capacité peut-être à satisfaire une femme? C'est notre débat, ça aussi. Qu'est-ce qui fait de toi un homme? Je trouve que le film, il va pas là-dedans, donc on peut pas se permettre de dire qu'il a un discours là-dessus. Mais il y a quand même, tu vois, après le récit de l'impuissance du mari, le récit de cette femme qui va quand même lui dire, même ça m'a rien fait ce que tu viens de faire là. Donc tu es bien content, tu as regretté ta virilité. Bravo, bravo mon champion. Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? Et derrière, ça ne se reproduit pas d'ailleurs. Elle va pas repartir avec lui, elle va pas rechercher à avoir ça. Voilà, c'est quelque chose qui s'arrête. C'est pas une victoire finalement pour lui. Non, mais si vous voulez un film qui est sorti 5 ans avant, 6 ans avant, 65, qui parle justement de la place de la femme dans cette aliénation capitalisto-ouvrier, enfin, de production au sens large, même si c'est un film très différent de Michelangelo Antonioni, c'est Le Désert Rouge, qui montre une femme qui justement traverse un petit peu ces méandres-là, et c'est centré sur ce personnage-là. Et c'est intéressant. Et c'est pas la même approche, mais ça parle quand même de la surindustrialisation, même de la pollution, hein, en Italie. À l'époque, on était encore plein miracle économique 6 ans avant, mais lui, il voyait, de toute façon, Antonioni, il voyait des choses presque, pas avant l'heure, mais il avait un regard très précis sur certaines choses. Après, il fera Blow Up, hein, par exemple. Hein. Mais bon, restons. Blow Up, c'est un petit peu contre-culture. Hein, c'est un petit peu ça, quand même. Hein. Et puis, bon, Lulu qui perd tout. Oui, même s'il y a d'autres histoires dans Blow Up, quand même, parce que la condition de la femme dans Blow Up, c'est pas ça. Mais, du coup, voilà. Là, c'est le plan inversé. Il reste à l'écart. Alors, ça, c'est un des grands plans du film, hein, parce que là, tout est résumé. Lulu a tout perdu, il est viré. Et il reste à l'extérieur. Les autres continuent d'aller travailler. Ben non, hein, et nous, on reprend le travail. C'est cruel, d'ailleurs. Et il reste avec les CRS. Voilà, là, tout est dit dans ce plan. À ce moment-là, on pense que Lulu, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir quoi? Il va être enfermé dans l'asile de fous et tout. Et après, alors, ce qu'on ne voit pas là, c'est qu'il a le porte-voix, Lulu, en disant: mais non, ne retournez pas au travail. Pas sans moi, je crois qu'il dit en plus. Donc finalement, il n'en est pas tout à fait guéri de cette histoire encore. Non, clairement pas. Et après, il va voir notre cher, notre cher Militanti. Je crois que c'est ça, hein, son nom. C'est très étrange parce que Militanti, militant. Après, il n'est jamais nommé. En fait, c'est pas vraiment son nom, en fait. Tout simplement, on c'est l'appelle un militant ultime, peut-être. C'est Ça, pour ça qu'il est nommé ainsi. Je sais pas. C'est marrant. Non, c'est pas vraiment tout le monde l'appelle comme tel, mais il n'y a pas de moment où on donne son nom et un prénom. On l'appelle comme ça, comme une espèce de spectre qui rôde autour de l'usine, quoi. Existe-t-il encore? Ou n'est-il pas mort et dans la folie de notre Lulu on pourrait toujours imaginer des trucs. Ce qui est sûr, c'est que par contre, quand il va le voir, Militanti, alors qu'il a tout perdu, c'est là qu'il va reprendre connexion avec certaines choses.
C'est-à-dire qu'il décide. Alors, cette idée de militanti et d'autres gens d'ailleurs on va dire, hôpital psychiatrique, on va simplifier, hein, qui ont cette idée l'idée, ils sont dans une prison, eux aussi, cette idée de vouloir abattre le mur. Là aussi, c'est peut-être là le vrai geste militant et révolutionnaire ultime. C'est des gens qui ont d'autant plus conscience qu'il faudrait abattre le mur. Mais on sent que toute la lutte on va dire dérisoire est là, c'est que comment des gens avec leurs propres poings pourraient abattre ce mur-là. C'est une vraie question. Mais après, oui, enfin, il y a même t'as les murs symboliques, comme enfin, effectivement, murs moraux, murs machin. Il y a des murs qui s'abattent dans l'esprit des personnages, mais qui ne s'abattent pas en vrai. Il faut concrétiser le fantasme. Et lui, après, finit par détruire des murs chez lui. Ah, bah oui. Ce qui Ah oui, aussi montre que, enfin, il comprend aussi que tout a fait miroir à son foyer, quoi. D'ailleurs, il ne fait pas qu'abattre des murs chez lui, hein. Alors ça Non, aussi, bon, là, on sort de la subtilité, mais alors là, j'ai adoré. En fait, j'ai adoré l'idée. Comment tous les jouets de son gamin, enfin qui n'est pas son fils, mais qui est un peu son fils, toutes les peluches, machin. À un moment, il y a ce sorte de baudruche Picsou. il va la faire dégonfler en lui crevant l'œil avec une cigarette. Bon, évidemment, Picsou, hein, Disney, capitalisme, garder l'argent pour soi et pas le partager. Mais il y a un côté jouissif dans cette histoire quand même. Jouissif et en même temps c'est triste parce qu'est-ce qu'il essaye de faire en fait? Parce qu'il a tout perdu à ce moment-là. À ton avis, toi, je ne sais pas ce que tu penses à ce moment-là. Est-ce qu'il essaye de tuer toute forme de consommation autour de lui avant peut-être d'en finir lui-même? On ne sait pas parce qu'après sa compagne revient, miracle, hein, c'est le miracle quand même. Sa compagne revient et on le retrouve dans une sorte de bâche, comme si c'était mis dans un musée, parce qu'il parle de musée à un moment. Bah, pour moi, à partir du moment où il tente d'abattre le mur dans l'usine, il meurt, en fait, ce personnage. D'une manière symbolique, en fait. Le personnage qu'on a derrière n'est plus vraiment là, à part être une espèce d'esprit vengeur qui ne va que reproduire ce schéma-là de détruire tout ce qu'il pourra tant qu'il le peut. Elle revient peut-être, mais il n'y a aucune raison que ça le fasse revenir vers une forme de raison. Et je pense que le gars repart dans une... Enfin, c'est assez intéressant parce que le gars repart dans une forme de folie qui est celle de militanti, qui est celle qui est bonne à enfermer à l'asile, si on devait vulgariser comme ça, mais qui est une folie libre. C'est le côté, je suis peut-être totalement fou, mais je suis totalement affranchi de la société. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors pareil, je sais pas si... Bah, je pense que ça fait un peu valeur d'avertissement. Voilà. Petri n'est pas en train de dire que, pareil, le militantisme rend fou, il ne faut pas prendre les choses littéralement, mais il est clairement en train de dire que si on ne veut arrêter que ça rende les gens fous, que l'aliénation et que le militantisme rendent les gens fous, il va falloir abattre les murs, quoi. Voilà. Je vois pas ça trop autrement, en fait. C'est vrai que vu que c'est un récit vraiment très littéral, ça laisse très peu de sujets à des interprétations. Mais avec une fin, alors comme dans Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, où à la fin, c'est plus trop ce qui est réel, ce qui est fantasmé, ce qui est un rêve. Et là, on peut se poser la question si, grosso modo, tiens, je remets cette image du coup, si le film, enfin, si la vie de Lulu ne s'arrête pas là, il a tout perdu, bon, voilà. Et après coup, qu'est-ce qui est réel ou non? Voilà. Est-ce que ça, c'est réel, cette dernière visite, d'ailleurs, est-ce que Militanti est vraiment réel? Bon, ce fantasme, tout cela, etc., est-ce que c'est réel? Pourquoi pas? Après tout, il peut péter un plomb, il n'y a pas de souci. Le retour de sa compagne, est-ce que c'est réel? Ça fait un peu simpliste, on ne sait pas trop. Et ensuite, sa réintégration à l'usine, parce qu'en fait, c'est une victoire et une défaite à la fin. C'est-à-dire que ça va être le premier Italien à être réintégré après licenciement dans l'histoire, apparemment. Première, miracle. Mais du coup, tout ce qu'il a fait avant en essayant de se libérer du système, ben, c'est retour à la case départ. Donc il y a un magnifique succès à la fin. Mais en fait, ce succès, c'est une immense défaite. Et le film joue là-dessus à la fin. Et c'est là où tu peux être. C'est terrible parce que Petri, il joue très bien avec son scénariste Pirot. Il joue très bien l'idée du oh, belle victoire à la fin. Retour de sa compagne. Il retrouve son travail. Mais. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Par reproduire un schéma, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Et c'est là où il parle du rêve. Et il a du mur qui s'écroule. Cette idée du rêve qu'il a eu avec Militina. Cette idée de
Militina, hein, pas Militanti, mais c'est vrai, c'est vraiment Militanti, Ouais. Militina, bon. Mais Effectivement, bon, tu as raison, Militina. voilà, Militina, où il raconte à ses collègues ce qu'il a rêvé d'être mort et enterré, être voilà, au-delà, près d'un mur où il a pu rejoindre, où il dit, où il est rejoint par Militina, donc comme s'il était mort, en fait. C'est là où on peut se poser la question. Et ce passage vers, donc, la classe ouvrière qui irait au paradis dans ce rêve. Et ce qui est très intéressant, ce qui est brutal même, je trouve, c'est que contrairement au rêve de enquête sur un citoyen de sous soupçon, on le voit, le rêve. On le voit, il rêve de se faire arrêter. Voilà. Là, le rêve, on ne le voit pas, il n'est que raconté. C'est limite pire, en fait. C'est-à-dire que Petri décide de ne pas mettre en scène. Il aurait pu faire des mises en scène en montrant, bah, d'ailleurs, un truc comme on a vu la forêt enneigée, ça pourrait être ça, ce paradis. Il aurait pu nous le montrer. Il ne le fait pas. Est-ce que c'est pas encore plus violent, cette idée que finalement, ce rêve et ce paradis pour la classe ouvrière n'existent pas au moment où le film sort, en tout cas, ça n'existe pas. C'est pas encore possible. Bah, ça peut tellement en plus s'interpréter de plein de façons. Comme tu le dis, la réhabilitation à l'usine, au final, c'est tout ce qu'on voit parce que c'est tout ce qu'il a pu imaginer. Si c'est un fantasme, ce qui m'a l'air d'en être un, hein, clairement, le côté ah ma femme revient, je suis réhabilité, ça y est, genre presque l'usine deviendrait un havre de paix, tu vois. C'est de se dire que ce mec-là qui n'a eu que ça de toute sa vie et qui a eu un épisode où il a pu s'en extirper, vu qu'il connaît que ça depuis qu'il a 15 ans, la seule chose, le seul espoir qu'il peut s'imaginer, c'est un retour dans une meilleure usine. Ouais. C'est triste. Et ce qui est terrible, c'est après la mise en scène est remarquable, hein. C'est-à-dire que Petri pose littéralement sa caméra pardon, sur les rails du travail à la chaîne. Là aussi, très difficile hein, de montrer en image parce que il faudrait montrer la scène et on va pas se faire striker, même si ça serait difficilement strikable parce que c'est pas un film, à mon avis, qui est sous des droits très durs. Mais par exemple, voilà, il pose sa caméra, après la caméra, elle va avancer. Elle va avancer, cette caméra, sur la chaîne. C'est-à-dire qu'il nous met, nous, spectateurs, dans l'idée qu'on n'est qu'un produit aussi d'une production. Est-ce qu'il fait pas, sur cette fin, je me demande s'il fait pas un discours sur le cinéma aussi. Je ne sais pas quelle était sa relation avec les producteurs et tout, parce que ça peut toujours. Il arrivait facilement à faire des films, visiblement, Petri. Hein. Mais cette idée, à la fin, pose sa caméra sur la chaîne. Pourquoi? Ouais, ça, je me permettrai pas trop d'y répondre parce Ah, c'est qu'effectivement, difficile. je pense pas connaître assez Ouais. le cinéma italien de cette époque-là. Ouais. Mais après, de toute façon, il y a forcément. Alors, en plus, on n'est pas encore. On n'est pas. Enfin, on n'en est pas si loin que ça. Hein, ça va arriver dans moins de 10 ans. Mais on n'est pas encore dans la période berlusconienne où tout va se renverser, où le cinéma italien va disparaître Non, 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 frontalement au profit de plein de choses. non, non. Donc, à cette époque-là, il y a. Moi, enfin, le seul truc que je peux dire du cinéma italien de cette période-là, et ce qui peut-être explique certaines choses, euh, sur le ton du film, plus que sur ce que tu relèves là, c'est que à cette période-là, le cinéma italien, alors, bah, de toute façon, années 50, 60, 70, c'est un âge d'or pour le cinéma italien. Exportation, voilà. Tout leur est ouvert, voilà, ils s'exportent, ils sont très appréciés. Il y a énormément de cinéastes, enfin, les meilleurs cinéastes presque viennent de là. Hein. Bah, en tout cas, en Europe, viennent de là et de chez nous, quoi, de toute façon, j'ai envie de dire. Bon, même déjà, de toute façon, à l'époque, il y a plus de très grands cinéastes italiens que de grands cinéastes états-uniens, mais ça, c'était qu'un avis. Mais, mais en tout cas, oui, il y a un côté, on peut aussi se permettre ce qu'on veut parce que ben, ça marche, ça parle, on a une fibre aussi. Le cinéma italien est connu comme un cinéma, enfin, comment dire, le néo-réalisme italien de cette période-là et ce qui va s'en suivre, lui, s'inscrit pas vraiment dedans. Il y a quand même un côté très révolutionnaire dans la pensée, comme la nouvelle vague à l'époque, en France, je veux dire. Donc, Le nouvel ça Hollywood qui m'étonne. commençait, voilà, ça Voilà, commençait le à nouvel Hollywood planter, qui commence à voilà. arriver et le nouvel Hollywood qui est une réponse, enfin, non pas une réponse, parce que c'est pas un miroir, c'est une continuité de la nouvelle vague et du néo-réalisme en disant il nous faut aussi des vrais auteurs à Hollywood qui pensent les films, qui ont le droit sur les films et qui peuvent avoir liberté de ton totale et surtout qui vont s'inscrire dans une réflexion sur les mœurs et la contre-culture. Bon, voilà, on est en plein dedans. Donc je pense que quand il arrive en 73, du coup, enfin 72, on va dire, au moment j'imagine où il fait le film, et une fois de plus, c'est une supposition, je ne veux surtout pas me permettre de dire que je connais cette période de l'histoire du cinéma italien, mais je pense qu'il est dans il y a des facilités parce qu'ils peuvent se permettre ce qu'ils veulent, en fait. On voit tous les films qui sortent à cette époque-là, ils osent un petit peu tout
et il critique un petit peu tout. Et s'il y avait, on n'a pas la censure mussolinienne, quoi. Je veux dire, s'il y avait une Non, quelconque censure, les films n'existeraient pas. Et là, bien sûr. il peut quand même se permettre de faire ça frontalement dans un circuit à gros budget. Enfin, j'imagine. Mais c'est ça l'idée. Voilà. Mm. C'est là qu'il met sa caméra sur ce circuit et tout, en mode, il n'y a pas de jugement en ce moment, mais faites attention de ne pas partir dans cette idée de faire ça à la chaîne parce qu'il y a du succès à côté. Peut-être Peut-être, qu'il y a ouais, cette peut-être. idée. Et l'idée de. Alors, après, le geste, c'est peut-être gratuit, c'est parce qu'il était là sur le tournage à ce moment-là, qu'il venait faire coucou. C'est qu'il finit le film alors, sur un ouvrier. Donc, ça, c'est bien. Un ouvrier anonyme hein, sur le papier qu'on n'a jamais vu dans le film. Cet ouvrier-là, ça, c'est la fin. Eh ben, si vous le reconnaissez, alors c'est pas Louis de Funès, hein, c'est Ennio Morricone en personne. Et c'est très rare qu'il faisait des apparitions même en caméo dans les films. Hein, de mémoire, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête. C'est Ennio Morricone qui vient récupérer la caméra sur son chariot qui tire. Enfin, c'est l'ouvrier qui récupère la pièce, quoi. Et le message, peu importe, peut-être juste parce que il a voulu finir sur Morricone parce que c'est voilà, c'est amusant sur le moment. Ils se sont peut-être fait un petit pari. C'est peut-être juste ça. Mais parce que la musique de Morricone faisait partie vraiment de la machinerie de la composition et en même temps les bruits, très très belle composition hein, qui insère, je pense, vraiment des bruits d'usine. Hein, d'ailleurs, c'est à voir comment ça a été composé et tout, mais bon. Et Bien sûr. peut-être aussi pour montrer que, bah oui, vous voyez, on a ce représentant, c'est pas un cinéaste, mais c'est un chef d'orchestre, quasi cinématographique à son sens, c'est presque une sorte de cinéaste indirect, Morricone, parce qu'il pense ses compos, il voit les images en même temps. Et vous voyez, ce monsieur, bah, il s'est déjà exporté, il est déjà connu mondialement, hein. Plus que moi. Petri doit dire, mais plus que. Et pourtant, c'est un anonyme de l'usine. Voilà. Moi, je trouve ça amusant, moi. Ouais. Bon, après, c'est probablement un clin d'œil. Mais c'est peut-être pas qu'un clin d'œil, je sais pas. Il faut avoir l'idée de le faire, quand même. Je sais pas. Après, je ne sais pas, je connais pas la biographie d'Ennio Morricone. Tu as vu, toi, le film Ennio, mais je sais pas Non, si ça. non, Tu l'as pas vu. le film de Tornatore, non, je l'ai pas vu. Après, je ne sais pas si dans sa vie, voilà, s'il avait des parents ouvriers, pour imaginer que peut-être qu'il a voulu aussi rendre hommage à quelque chose qu'il Peut-être, connaissait ouais. indirectement. Voilà. Peut-être, je me permettrai pas, oui, pareil, je ne sais pas. Voilà. Mais là, Je c'est sais là, dans les que ce commentaires, monsieur n'hésitez est pas. extrêmement Dans les prolifique. commentaires, si vous connaissez les anecdotes plus précisément ou s'il y a des trucs un peu plus fins à ce niveau-là, n'hésitez pas. Parce que Ah oui, nous, on laisse parler. n'hésitez pas à nous contredire, hein, parce qu'il y a Ah, mais aussi bien des choses sûr. qui viennent tant de supputation. On n'est pas là pour s'affirmer en Non. tant qu'expert. Truc, nous, notre sujet, c'est le cinéma et ce que ça va évoquer. Après, effectivement, toutes les tribulations. Alors, c'est pas du people, là, quand même. On est plus dans de la Non. biographie et dans de l'histoire. Mais oui, forcément, on est moins expert de ça. Sinon, si à chaque fois on devait s'enseigner, on pourrait plus beaucoup parler de films. Mais ça sera toujours intéressant de le savoir et même d'y revenir un jour, tu vois, de réfléchir à un Mm. autre film de cette époque en sachant ces éléments-là. Ça nous apportera quelque chose. Et moi, comment dire, je fantasme ce moment où, je sais pas, dans 2-3 ans, on parle de notre film italien de cette période, et toi, comme moi, nous sommes renseignés sur l'histoire, avons vu plein d'autres films de cette période, et on se dira, tu te rappelles, on disait ça dans La Classe royale au paradis, c'était pas exactement ça. Et on en reparle, Mais et c'est c'est hyper bien. intéressant. Et comme le dit notre collègue Samir, voilà, on a des images, le cinéma propose et tout, et ces images questionnent. Parfois, nous, on a nos propres interprétations, mais de toute façon, il y a énormément de cinéastes qui laissent l'interprétation libre aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il existe des explications à cette fin. Il n'y en a peut-être pas, mais c'est toujours amusant de se dire, tiens, bon, Morricone en tant que tel, qu'il soit là ou pas, peut-être c'est anecdotique, mais le fait de poser cette caméra sur la chaîne, je pense que là, il y a quand même un message. C'est pour impliquer vraiment le spectateur. Le message est final. Vous faites partie du rouage maintenant. À vous de voir ce que vous allez devenir une fois la production ou le visionnage effectué. Peut-être ça l'idée aussi. Puis la conscience que le cinéma, c'est une production aussi. Il y a des artisans, il y a des ouvriers derrière aussi. Il n'y a pas que l'artiste, les créateurs, il y a aussi les petites mains derrière. C'est peut-être juste ça le message. Hein. Ce serait un Exact. message encore plus beau, je trouve. Voilà. Mm. Mais du coup, on peut conclure. Ferme la zone spoiler. Alors, est-ce que ça, c'est intéressant? Parce que je pose une question comme ça. Mais alors là, c'est une question bête, mais pas bête. De fermer les zones spoilers, est-ce que déjà les ouvrir, c'est intéressant? Ah bah écoute, voilà, on ouvre, on ferme, mais bon, les portes restent ouvertes. Hein. Ça veut dire que même si vous n'avez pas vu le film et que vous avez écouté la zone spoiler, ben, on vous dit bravo. On vous dit, Non, mais mais si. c'est pas important. Non, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut, c'est ça l'idée. Comme ça, on vous laisse la liberté de choix en dessous, avec les time codes. C'est important d'avoir la liberté de choix. Mais attention à quelle liberté, on ne va pas revenir sur le message de la compagnie Oui, voilà, hein, de c'est quoi la début. liberté? C'est de ne pas se spoiler le film ou un vison. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme certains qui prennent la liberté, notamment sur les réseaux sociaux, mais à quel prix? C'est toujours pareil. Hein. Oui. Mais
Voilà. Mais l'idée, c'est est-ce que c'est le meilleur film pour découvrir le cinéma d'Elio Petri? On ne peut pas répondre à ça, on n'en a vu que 2. Ça serait quand même indécent de notre part de dire, bon, après avoir vu 2 films, mais est-ce que Enquête ou celui-ci en premier, j'ai C'est envie de dire peu compliqué, importe. même si je trouve qu'Enquête est peut-être un petit peu plus digeste, dans le sens où il est moins agressif. Ah Mais il oui, l'est quand même, hein, donc c'est, oui, mais il est plus retors dans la psychologie, Enquête aussi. Enfin, Ah bien sûr, oui, oui, non, c'est voilà. pour ça que c'est très compliqué de répondre à la question. Voilà. Mais par contre, dans le cinéma italien de l'époque, il y a comme ça question. Euh, Est-ce qu'on voit la continuité justement du post-néoréalisme? On n'est plus dans le néoréalisme là, hein. Là, c'est clair et net, hein. Mmh. Mais il y a un héritage. Oui, L'héritage, c'est qu'on est sur les gens. C'est-à-dire que, je ne sais pas, voilà, des Rossellini, des Pasolini et tout, ont probablement vu ce film et ont vu des choses, quoi. Après, c'est pas très, entre collègues, est-ce qu'ils se parlaient souvent de leur œuvre, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que, oui, on peut le dire, c'est un film italien qui est ancré dans cette époque. Époque de révolte, époque de contre-culture, époque où, après avoir vécu une belle période économique, hein, qui a rendu certaines personnes très heureuses, qui a sauvé probablement beaucoup de gens de pauvreté et tout, est-ce que derrière, ceux qui n'en bénéficient pas, c'est pas toujours les mêmes, quoi? mmh. C'est peut-être ça le questionnement aussi, parce que ces ouvriers-là, le miracle économique, Lulu, ça fait 16 ans qu'il bosse dans cette usine. Est-ce qu'il l'a vu, le miracle économique, lui? Vu qu'avec son ex-épouse, je ne suis pas certain, hein. Bon, même aujourd'hui, hein, tu me diras, ça n'a pas spécialement changé. Ouais. Mais conclusion sur le cinéma italien, c'est ce que je me dis souvent en privé ou quand j'en parle avec des gens en off et tout. C'est un cinéma remarquable sur plus d'un point. C'est qu'il est encore, comme beaucoup de cinéma, hein, ça dépend des cinémas d'artistes derrière ce qu'ils veulent dire. Mais j'ai l'impression que le cinéma italien, il a une richesse là-dessus. C'est qu'il, encore mieux que parfois d'autres cinémas, il montre la réalité et l'évolution de son pays et à travers les époques. Je trouve que c'est très fort. Il y a des choses dans le cinéma italien. Tu peux te faire un corpus historique de l'histoire de l'Italie de ces époques-là et les mettre avec des films qui montrent ça, hein, qui montrent ça assez frontalement, par exemple. Je dirais pas que c'est propre à l'Italie, hein, ça pour moi c'est quand même faisable partout. De toute façon, tout Oui, cinéma parle de son monde et de son époque, mais effectivement, ils ont, il y en a beaucoup. Je veux ouais, dire, ouais, moi réalisateurs. je pense qu'en vrai, c'est potentiellement alors je ne t'accuse de rien, hein, mais je pense que c'est Ah peut-être non. une méconnaissance tout simplement de notre part ça. Parce que si on y réfléchit, en Italie, on peut le faire parce qu'effectivement, c'est des films qui ont été énormément mis en avant aussi. Donc on Hmm. pense que c'est très présent. Mais je pense que si tu regardes, dans la proportion, tu vois, ne serait-ce qu'en France, quand la nouvelle vague s'est emparée aussi de tous les propos sociaux français, qui étaient tus à l'époque, Oui, les il y a Godard eu de l'époque, oui, ça a été évidemment. extrêmement prolifique aussi, pareil aux États-Unis. Donc, je veux dire, pareil partout. Enfin, là, en plus, je cite France, États-Unis, Italie, parce que c'est les pays qui sont très représentés dans le cinéma, Hmm. enfin, dans le cinéma que nous, on a pu recevoir. Mais non, je pense que. Alors, effectivement, l'Italie, oui, par rapport à d'autres, peut-être d'autres destinations, aura permis à un moment de se questionner uniquement là-dessus. En tout cas, par tous les réalisateurs qu'on connaît. Mais ce qu'il faudrait faire, ouais, c'est un travail de très très longue haleine, ce serait s'intéresser réellement. Qu'est-ce que c'était exactement le cinéma de l'époque? Parce que là, on en sort une poignée d'auteurs, une dizaine, qu'on peut citer, qui sont tous extrêmement connus. Est-ce que c'était les seuls qui bossaient à l'époque? Pas forcément. Si ça se trouve, ils étaient noyés, mais c'était des films qui s'exportaient, mais ils étaient noyés au milieu d'une cinquantaine d'autres cinéastes, qui faisaient aussi du cinéma populaire, des comédies racistes, enfin, ce qu'on a un peu partout, quoi, tu vois? Et au final, l'histoire les a retenus eux. Donc là, c'est ce qu'on dit maintenant, mais c'est à réfléchir par rapport à une période. C'est une période, en plus, à l'émergence de Dario Argento en parallèle, c'est pas la même chose, c'est pas la même cinéma italien, par exemple, Oui, même voilà, si on bah, aime alors beaucoup Dario après Argento. Argento, c'est vrai qu'effectivement, voilà, à part, ouais, peut-être je crois que c'est les 5 jours de Milan, je crois, où il a tenté à un moment de faire un film un peu semi-historique, qui est très enfin, à mon sens, très raté. Mais bon, après effectivement, il y a quand même il y a plus des choses dans l'identité de genre qui va intéresser Argento par rapport aussi, aux mœurs italiennes. Mais oui, forcément, il va être moins frontal, il va être plus imagé, il va plus partir aussi dans, voilà, dans de la diatribe, comment dire? Je cherche un mot, je cherche un mot. Tuc. Un Mince. trip Métaphorique, plus. voilà. Ah Il va oui, oui, partir sur du oui. métaphorique plus que, en réalité, comme tout cinéaste, il parle de sa société, il faut fouiller entre les Ah, mais lignes de et toute voir façon, ce qu'il en oui. dit. Mais, lui, il va le masquer derrière autre chose. Là où effectivement, tu prends Petri, bon, bah, ça ne parle que de ça, quoi. C'est le sujet principal.
et beaucoup d'autres à ce moment-là. Pasolini, n'en parlons pas, il en est mort, quoi. Je veux dire, donc c'est c'est quand même quelque chose. Mais Rossellini, c'est pareil, mais oui, non, effectivement, Fellini un petit peu moins. Lui aussi va partir des fois dans le métaphorique, dans le fantasmé, en reprenant des grandes figures comme voilà, Satyricon, Casanova, mais tout en restant dans un ancrage de la société italienne. Mais voilà, mais non, non, mais donc c'est pour ça, ouais, je pense que si on prend toute cette poignée de cinéastes qui ont l'air d'être les cinéastes majeurs de cette période, ben, on peut dire ça. Il faudrait vérifier. Mais Ah oui. je pense qu'on Il y se a- trompe pas trop, hein, que c'était les cinéastes les plus reconnus de leur époque, et même à l'époque, je pense aussi. Oh Mais oui, oui, oui. Après, il y a peut-être des petits films italiens de l'époque qui ont un peu été oubliés, qui peut-être montraient aussi c'est d'autres ça. choses tout aussi Mm. passionnantes, etc. Mais alors là, voilà, si vous avez, voilà, si on a des bibles en cinéma italien, là, vous pouvez y aller, hein. En tout cas, si c'est un âge d'or du cinéma italien, il est sûr que, comme dans tout âge d'or, il y a eu une surproduction. Ah ben, Voilà, dont on retient les grandes noblesses aujourd'hui, mais surproduction dit sûrement qu'il y avait plein de gras autour. Où est-il? on, On ne sait pas. Voilà. on revient presque à la fin du film avec cette surproduction peut-être ou pas, parce que je pense pas qu'Elio Petri il était du genre à cracher dans la soupe de ses collègues. Ça n'a pas l'air d'être le style du bonhomme en tout cas. Mais Faudrait vérifier, hein, parce que tu avais quand même. ouais, Alors, pareil, c'est une grande question. Que j'ai l'impression que c'est moins présent aujourd'hui, mais en vrai, on n'en sait rien. Moi qui lis beaucoup les cahiers du cinéma, bah, de cette époque-là, tu vois, je lis enfin, un peu plus tôt, là je lis, j'en suis en mars 63. ah oui, Et oui. tu as beaucoup de débats entre réalisateurs, ou même il y a beaucoup d'entretiens avec des réals de l'époque où ils se crachent dessus d'un numéro à l'autre. C'est très rigolo. Ah oui. Voilà. Mais c'était des grandes bégueules, quoi. Tu avais des Orson Welles, tu avais des Nicolas Ray, tu avais des gars qui viennent et qui ont plein de choses à dire. Fuller, Donc non, voilà, aujourd'hui, on a l'impression que c'est moins présent parce qu'il y a un côté aussi système d'entertainment qui fait que quand tu viens en promotion, tu promouvois ton travail et tu parles plus trop du ah reste, oui. sauf si c'est pour attirer un petit buzz à la con. Voilà. C'est pas. Alors après, ce qui fait que du coup, c'est le sentiment que j'en ai aussi, hein. Mais dès que tu as des gars qui justement vont cracher un petit peu plus dans le truc, des gars à la Vincent Lindon, à la truc comme ça, qui vont potentiellement être plus critiques sur le travail d'autres ou quoi que ce soit, on les érige immédiatement en anti-héros antipathiques. Alors qu'à une période, bah, c'était la norme de dire non, non, j'emmerde votre cinéma, nous, on est des artistes, on sait pas ça, tu vois. C'était. Pensez à Maurice Pialat, hein. C'est ça, Piala, au Bresson, tu vois. Ouais, oui. C'était des gars qui avaient un avis concret face à ça. Ou même, enfin, tu vois, celui qu'on adore détester et qu'on déteste adorer, qui est toujours Jean-Luc Godard, hein, je me souviens une période, enfin, c'est Élie qui m'en a parlé, Élie Bertin, qui écrit pour nous, rédacteur en chef de Super Seven. On a présenté Le Trou de Jacques Becker il n'y a pas très longtemps en ciné-club. Et justement, il a ressorti un article de Godard qui était à la mort de Becker. Et il parlait d'Ali Baba et les 40 voleurs, qui est l'un des derniers, si ce n'est le dernier film de Becker, qui a priori n'est pas, malheureusement pas exceptionnel. Et il disait qu'il y avait quand même une notion autorisante. Et il disait il y aura toujours beaucoup plus enfin, je vulgarise parce que c'est pas exactement sa phrase, mais il y aura toujours plus à prendre dans un très mauvais film de Becker que dans le plus grand chef-d'œuvre de Claude Lara, tu vois. Donc c'était déjà une façon de dire, il y a ces Ouais. petits cinéastes à la con qui servent à faire du petit cinéma que l'on voit en boucle et qui malgré tout va plaire aux gens alors qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Je dis ça, j'aime bien, enfin le peu que j'ai vu de Claude Lara, j'aime bien. Et il y a des cinéastes. Bon, c'est vrai que c'est pas bien d'hierarchiser forcément, mais c'est vrai que d'un autre côté, quand Non. tu vois en plus aujourd'hui que ben, c'est ce qu'on voit au cinéma, quoi. Quand on se fait le bilan en disant ah ben en vrai j'ai rien vu cette année, en réalité non, c'est pas si vrai que ça. C'est juste que tu es peut-être allé voir le tout venant, d'aller te diriger vers le blockbuster de l'année, la comédie, machin. Alors, il y a des très bonnes comédies, hein, attention. Et il y a aussi des fois des bons blockbusters. Mais en réalité, quand tu regardes une personne qui te dirait j'ai rien trouvé, il y avait rien au cinéma cette année, il faut juste lui demander ce qu'elle a regardé. Et on va s'apercevoir que, à part le film populaire, malheureusement, elle en est restée là. Et ce qui est malheureux, c'est horrible de se dire que les films populaires n'arrivent plus à avoir, n'arrivent plus ou n'arrivent pas ou n'ont jamais réussi à avoir, dans leur grande majorité, des notions artistiques et universelles qui parviennent à dépasser certains carcans autres que le divertissement, des fois un peu sommaire. Mais voilà, c'est tout. Il faut pousser à la curiosité. On a totalement dérivé, mais c'est intéressant Non, de mais poser ça. voilà, c'est une conclusion très libre à l'image, voilà, à l'image aussi du cinéma d'Elio Petri, hein, qui cherchait à briser les murs, à battre des murs, peut-être c'est aussi ça, à battre les murs de l'aliénation et de l'enfermement social et psychologique dû à cette société. Voilà, c'est un bon petit résumé pour finaliser
cette émission sur la classe ouvrière va au paradis. Et maintenant, en commentaire, vous allez nous contredire, nous compléter, dire des choses qu'on n'a pas dites, parce qu'évidemment, on n'a pas pu tout dire sur le film et on ne dira jamais tout sur un film. Même en écrivant des bouquins, c'est difficile de tout dire. Et sur le cinéma d'Héliopétrie au sens large, d'ailleurs, n'hésitez pas à conseiller d'autres films moins connus du metteur en scène, parce que ça nous intéressera d'en voir d'autres, et pas que le troisième film de cette trilogie officieuse. Là, le troisième, c'est sur l'argent. Bah, de toute façon, l'argent, il est déjà là. Ici, un peu dans la classe ouvrière au paradis. Ou il n'est pas là, si telle est la question. Mais en tout cas, merci beaucoup, mon cher Thierry. Toujours un plaisir de discutailler cinéma ici en émission, mais en off aussi, parce qu'on parle en off. Et n'hésitez pas à lire Thierry sur On se fait en ciné. Et il n'y a pas que Thierry qui écrit sur On se fait en ciné. Il y a beaucoup de gens. On salue Stéphane au passage, Stéphane Michel, qui a écrit sur Ulysse de l'autre Pasolini. Oui, Uberto. L'autre Ulysse de l'autre Pasolini. C'est très amusant, ça aussi. Et qui est effectivement le dernier article paru hier. C'est ça. Voilà, hier au moment où on enregistre. Donc, c'est intéressant ça. Ulysse, Pasolini aurait pu faire un film Ulysse. C'est un autre Pasolini qui n'a aucun lien de parenté. Il fait un autre Ulysse. Ouais, mais ce qui au final est assez intéressant parce que alors j'ai pas vu le film, je me fie du coup à ce que Stéphane en a écrit, mais qui a l'air d'être une réflexion qui pourrait tout à fait s'inscrire dans cette période-là de l'histoire du cinéma italien, qui est une réflexion sur la figure du héros, où ça va déconstruire le mythe d'Ulysse pour justement encasser le côté mythe héroïque pour revenir au statut d'homme. C'est exactement ce que James Gunn a fait un peu avec Superman. Là. Voilà, donc la boucle est bouclée. C'est très intéressant. Alors, donc, c'est James Gunn, c'est James Gunn. James Gunn, c'est avec Superman. Voilà, la conclusion par un truc gênant, c'est très bien. Mais en tout cas, voilà, allez, à vous la parole maintenant en commentaire. On a bien que trop parlé, mais enfin, on a parlé. Maintenant, c'est à vous d'écrire, de faire parler vos mots à l'écrit. Et puis, je te dis à très, très bientôt, Thierry. Et à tout le monde, comme d'habitude, à la prochaine. Ciao.